Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de la communauté Teams française. On se retrouve aujourd'hui avec Guillaume pour un sujet qui nous intéresse fortement tous les deux, qui est le développement d'apps autour de Teams. Donc Guillaume a développé, il vous en parlera d'une application et il nous fait un retour très concret de comment il utilise la plateforme pour créer une app dans Teams. Salut Guillaume. Salut Alexis. Effectivement, c'est aujourd'hui un peu le replay d'une session que j'ai pu dérouler pendant Microsoft Experience. Je vais essayer de rebalayer un petit peu les différents sujets. J'ai eu des questions-réponses aussi pendant l'expérience, c'était intéressant. Donc ça m'a permis de réajuster aussi certains slides, certains contenus. Et puis pour ceux que ça intéresse, ils retrouveront dans les commentaires, dans la description de la vidéo, les slides que j'ai publiés. Il y a différents liens qui peuvent intéresser les gens qui veulent démarrer sur ce sujet-là. Voilà. Super. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Pour me présenter rapidement, je suis le fondateur de SalesTeam. On est une société qui édite une solution SaaS pour Microsoft Teams, et vraiment dédiée à Microsoft Teams. Je vous ai mis mes coordonnées ici pour tous ceux qui ont des questions ou qui veulent des compléments d'information après cette présentation. Et puis, comme Alexis, je suis MVP et je m'occupe principalement en fait de Microsoft Teams en tant que plateforme de développement. Et donc, l'idée de cette session, c'est qu'on a construit une solution qui s'appelle SalesTeam. Et donc, là, dans les prochaines minutes, ce que je vais faire, c'est vous présenter d'abord très très rapidement, et de manière un peu macro, ce que fait la solution pour que vous voyez un petit peu le résultat qu'on a obtenu. Puis ensuite, on reviendra en arrière, pas tant sur finalement les bases de comment développer une application Teams au départ, mais plutôt les retours d'expérience, en clair ce qui nous a paru difficile, compliqué, ou ce qu'on a appris en fait pendant la construction de cette plateforme. Donc, juste un petit rappel rapide, Microsoft Teams, il y a des grands chiffres, c'est vraiment une plateforme qui se déploie à vitesse grand V chez nos clients, et je pense qu'Alexis, tu vois la même chose. À la fois en tant que plateforme collaborative, mais aussi pour les gens qui viennent de Skype for Business. Et donc cette combinaison de à la fois un outil de communication et un outil de collaboration, ça fait qu'on a vraiment une adoption très très forte chez nos clients. Ouais. Et c'est un peu le point de départ aussi du travail qu'on a créé dans SalesTeam, puisqu'en fait on va aider nos clients à gérer la gouvernance notamment de cette plateforme, puis à intégrer des applications métiers dedans, pour finalement inscrire cet outil dans le quotidien des utilisateurs. Ouais, et puis ça s'accélère de plus en plus là, avec le rapprochement des fonctionnalités. Là, vraiment Skype, même sur la partie téléphonie, ça commence vraiment à être très 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 proche. Oui, absolument. Comme je l'ai dit, cette session-là, c'est pas une introduction au développement Teams. Vous trouverez plein d'infos sur Internet. Il y a plein de bons tutoriels, de cours. Donc, je les ai resynthétisés ici. Il y a le lien qui est en bas, qui est vraiment le point de départ essentiel, qui présente vraiment toute la plateforme Microsoft Teams, et qui va vous donner à la fois la documentation officielle sur les API, les exemples de code pour différents langages. Bref, vous avez plein de ressources. Donc, je vais passer en fait cette partie-là et puis me concentrer sur la partie produit et ce qu'on a appris. Sachant que les tutoriels, Microsoft continue à faire un gros travail sur les tutoriels et les exemples de code. Donc il y a beaucoup de matière et très largement de quoi démarrer avec notamment les exemples de code. Il y a de bons exemples pour démarrer une application from scratch. Qu'est-ce que c'est une application Teams? Quand on part d'une application qui existe déjà ou qu'on va construire et qui est nouvelle, en fait, Teams va vous permettre d'exposer votre application de différentes manières dans le client Teams. La première, c'est sous forme d'onglet, de tab. En fait, là, on va avoir une représentation visuelle de votre application dans Teams. Des connecteurs pour générer des notifications. Les adaptive cards pour avoir des interactions riches avec l'utilisateur, des boutons d'action, etc. Les bots pour avoir une expérience conversationnelle avec votre service. Les messaging extensions, on y reviendra peut-être. Et puis donc les notifications qui sont finalement votre fil de notification intégré dans Teams. Donc on voit qu'on peut partir d'une application préexistante, une application web traditionnelle, et on va pouvoir apporter de nouvelles expériences d'utilisation à travers le client Teams. Et donc la solution qu'on a construite, globalement, elle utilise à peu près tous ces éléments-là. Donc c'est ce qui fait aussi, j'espère, l'intérêt de ce retour d'expérience. Je rentre rapidement pour présenter donc la solution. Il y a en fait, on a deux grands outils. Le premier qui est SalesTeam Automation, qui va viser à la fois les équipes IT et les directions commerciales.
et qui va permettre en fait d'automatiser la gouvernance de Microsoft Teams. Dans le premier cas, c'est la gouvernance en mode self-service. En clair, quand un utilisateur il a besoin d'une team, il ne sait pas par où commencer, il n'y a pas de modèles forcément qui sont déjà là, donc il va pouvoir en fait simplement faire des demandes, les faire approuver, etc. Le deuxième, c'est l'intégration avec le CRM, ce qu'on appelle self-performance, où là, on va pouvoir intégrer des plateformes CRM comme Salesforce ou Dynamics et générer finalement toute l'organisation de Microsoft Teams à partir du CRM. Et puis le troisième, c'est un assistant personnel pour les commerciaux, vu qu'on a accès à la fois au CRM et à Office 365. On est capable de leur fournir des services de productivité pour en fait qu'ils gagnent du temps dans leurs activités quotidiennes. Dans la présentation, là, je vais me focaliser sur les deux premiers, histoire de gagner un petit peu de temps. Donc, rentre dans le premier sujet, en fait, qui est comment on automatise la gouvernance dans Microsoft Teams. Alors, ce qu'on va appeler gouvernance, c'est à la fois la structure, c'est-à-dire les équipes, les channels, les tables, les applications, et puis tous les éléments de sécurité qui sont associés. Et donc, notre solution, elle va permettre à un utilisateur lambda, en fait, même s'il n'a pas les droits de créer des teams, puisque c'est souvent le cas en fait chez nos clients, la création des teams en fait est réservée à certains utilisateurs. En fait, avec notre solution, il va pouvoir directement depuis Teams faire une demande pour créer un nouveau team en choisissant des templates. Ces templates, c'est les clients qui peuvent les créer. On fournira aussi des templates prêts à l'emploi. Mais donc, on peut imaginer des templates de projet marketing, par exemple, ou de projet sales, par exemple. Et donc, l'utilisateur peut choisir depuis Teams, en fait, depuis notre application, choisir un template. Ensuite, il va remplir très simplement un petit formulaire avec le nom de l'équipe qu'il souhaite, la description, un message de bienvenue, et puis définir qui il veut en propriétaire et qui il souhaite ajouter en tant que membre. Et donc, de cette manière-là, en un formulaire très très simple, il a rempli en fait toute sa demande avec à la fois les éléments d'information, de structure, et les informations de sécurité associées. Et qu'est-ce qui se passe ? Oui, vas-y. Je me permets juste, quand tu parles de template, est-ce que c'est un template qui est lié à la notion dans Teams ou est-ce que c'est une notion que toi tu as définie dans ton application qui est spécifique ? J'entends, on peut créer des teams à partir d'un template, donc en fait c'est une team existante avec une structure, on peut créer d'autres teams à partir de ça, ou est-ce que c'est quelque chose de spécifique que tu as créé ? Alors en fait c'est les deux. C'est à la fois on réutilise le concept de template team qui va permettre de cloner en fait une team existante quand on va faire une nouvelle demande. Et à la fois, en fait, on va ajouter à ce concept des fonctionnalités supplémentaires. Donc, je vais te montrer après dans la partie administration, finalement, qu'est-ce qu'on peut associer comme info supplémentaire à un template. Et donc, ça repose sur ce principe-là et on l'étend en fait avec des fonctionnalités supplémentaires. Ça, c'est intéressant. Donc là, dans mon scénario, j'ai fait ma demande pour créer une nouvelle équipe. Et il se trouve que ce template, il est associé à un workflow. C'est-à-dire que c'est pas juste j'ai fait la demande et le team est créé automatiquement. Donc, il y a une demande en fait qui est en attente d'approbation. Et donc, il y a des équipes de modérateurs qui peuvent approuver, valider, rectifier les différentes demandes. Et ce qui est intéressant, c'est que ces approbateurs, comme les utilisateurs, n'ont pas nécessairement à être administrateurs Office 365. Donc, c'est intéressant, ça peut être des community managers, des gens à qui on n'a pas nécessairement envie de donner des droits complets sur la plateforme 365. Et donc, ils peuvent valider les différentes demandes, réajuster, par exemple, en changeant les conventions de nommage ou en choisissant un autre template. En fait, ils peuvent réajuster la demande avant de l'approuver de manière définitive. Et une fois que c'est fait, le team est provisionné. Une fois que c'est approuvé, la team est automatiquement créée avec tout ce qu'on a associé à notre template. Donc, dans le template, on va associer, je disais, les conventions de nommage. Donc, je peux, par exemple, définir des préfixes ou des suffixes automatiquement sur les noms des équipes. Je vais pouvoir réutiliser différentes infos du formulaire pour générer la description ou définir, par exemple, des administrateurs permanents. En clair, des gens qui seront administrateurs de toutes les teams créées, quelles qu'elles soient. Ce qui est évidemment très, très intéressant aussi. Donc voilà comment ça se passe pour la partie de demande. J'ai beaucoup parlé de template. Donc là, je vous montre en un écran, en fait, l'écran de configuration de ce que c'est un template. Donc on voit qu'en fait un template, il s'appuie sur une team existante. Donc ça c'est ce que tu disais Alexis. C'est je m'appuie en fait sur une équipe qui est existante, qui va servir de base. Sur cette team, je vais pouvoir définir des informations supplémentaires, définir les règles d'approbation, qui sont les approbateurs, et aussi, donc là je vous montre cet onglet-là, sécurité et privacy. Je vais pouvoir dire est-ce que mon équipe elle va être privée ou publique.
je vais pouvoir définir est-ce que la personne qui a fait la demande va être automatiquement owner. Et puis c'est à ce niveau-là que je peux définir ce qu'on appelle les propriétaires ou les membres permanents. Donc des gens qui vont être systématiquement propriétaires ou membres de ce type de team. Donc typiquement, si je prends mon exemple de template de projet marketing, on peut imaginer que ça soit les responsables des équipes marketing qui soient automatiquement propriétaires et pas les autres. Donc on n'est pas obligé de mettre l'IT partout et de les polluer avec ça. On peut vraiment déléguer en fait l'administration et la gestion à des utilisateurs métiers. Et puis le dernier onglet, en fait, c'est l'adoption. On va pouvoir pousser du contenu automatiquement par mail à des populations précises. Typiquement, si j'ai une manière de gérer particulièrement ou des applications spécifiques dans mes projets marketing, je vais pouvoir en fait leur envoyer des vidéos ou du contenu la première fois qu'ils créent une team liée à ce template. Ça permet aussi de faciliter l'adoption. Super. Donc ça, c'est la partie finalement qui permet d'automatiser la gestion de la demande. Ce que traditionnellement un administrateur ferait en faisant du PowerShell, en utilisant un Jira pour gérer des tickets, puis en essayant d'automatiser tout ça. Bref, une catastrophe. Et en revenant 3 fois sur la demande parce que la description n'est pas bonne, les admins ne sont pas beaux. Il y a pas, voilà. Et l'autre sujet, c'est que typiquement les conventions de nommage ou le côté dynamique en fait des membres ou des administrateurs, c'est des fonctions qu'on va retrouver plutôt dans du Azure AD plan 1 et donc dans des plans supérieurs qui peuvent aussi coûter cher. Et donc là, on peut avoir quelque chose de très packagé relativement simplement. Ouais, c'est vrai que rien que les nomenclatures de team, de channel et tout, ça peut devenir... Enfin, channel, c'est autre chose, mais team, ça peut devenir un cauchemar. Exactement. Et là, en fait, on va faciliter le travail des modérateurs puisqu'on va à l'avance vérifier que les noms qu'on a donnés sont conformes à mes règles, réappliquer des règles automatiquement. Donc c'est vraiment un gros gain de temps en fait pour l'IT qui n'a pas à se poser de questions. Surtout c'est dans Teams en fait. C'est-à-dire que les gens ne vont pas dans Jira ou dans je sais pas quoi pour aller faire une demande, alors qu'en fait ils sont dans Teams et ils veulent créer une team. Ouais. Voilà, donc ça c'est la partie, je dirais, self-service. J'ai besoin d'une team, je ne sais pas exactement quelle forme ça va prendre, et donc je vais faire ma demande et la faire approuver. Okay. Le deuxième sujet, c'est... Oui, pardon. Donc là, tu as utilisé, pour reprendre le premier slide que tu as présenté, c'est juste un tab. Alors en fait, c'est un peu plus qu'un tab, puisque les demandes, là je ne l'ai pas montré, mais en fait je peux les faire aussi à travers un bot. Ça c'est le premier point. Et qu'on va utiliser typiquement des connecteurs ou des notifications custom pour avertir l'utilisateur que sa demande a été approuvée ou qu'il y a une demande en attente. Donc on utilise à la fois les custom tabs, à la fois le bot et les notifications personnalisées dans ce scénario-là. Ouais, donc tu utilises bien toutes les fonctionnalités de la plateforme. Absolument. Et là on le voit en fait, c'est une application, ce qu'on appelle une personal app, c'est-à-dire qu'elle est en plein écran en fait dans Teams. Je peux aussi utiliser ces mêmes formulaires et ces mêmes interactions dans un channel précis, par exemple. Si j'ai une team qui s'appelle gouvernance, et donc je peux l'intégrer dedans. Et on peut aussi avoir accès à ces mêmes fonctionnalités depuis SharePoint, puisque c'est une nouveauté de la plateforme. Depuis peu, en fait, les tabs Teams peuvent devenir des webparts SharePoint. Et donc je peux intégrer ce même formulaire dans mon intranet, par exemple. Ça peut être assez sympa. C'est hyper intéressant. Ouais. On l'a fait il n'y a pas très longtemps, ça marche bien. Ok, je continue. Donc le deuxième sujet, c'est l'intégration avec le CRM, puisque ce qu'on a vu jusque-là, c'est une demande, je dirais, unique d'un utilisateur. Mais on a des teams en fait qu'on va vouloir créer automatiquement quand, par exemple, j'ai un nouveau client ou un nouveau projet client ou une nouvelle opportunité qui est gagnée. Donc ça, c'est ce qu'on va proposer avec l'intégration CRM. En l'occurrence, je vais la démontrer ici avec Salesforce. Pardon. Donc en fait, ce que ça va me permettre de faire, c'est de créer dans Salesforce des nouveaux comptes et de retrouver automatiquement dans Teams, avec le même type de règles que j'ai présenté auparavant, retrouver en fait ici des Teams qui sont créés automatiquement à partir du compte. Et on va gérer toute la complexité en fait de l'interaction avec le CRM. Typiquement, si je renomme le compte, ça va bien renommer le team. Les membres de l'équipe de compte ou de l'équipe d'opportunité dans le CRM, on va les retrouver aussi en tant que membres dans Teams. Donc on gère cette, entre guillemets, synchronisation de la sécurité. Et donc ça va permettre en particulier aux équipes qui n'ont pas accès au CRM de travailler avec les équipes commerciales, notamment sur les documents ou des propositions. Et donc là, en l'occurrence, dans l'exemple que je présente, on va créer une team en fait pour chacun de mes comptes, donc de mes clients. De la même façon, je vais pouvoir créer automatiquement des channels, c'est ce qu'on voit ici,
à partir des opportunités. Donc, au fil de l'eau, quand les commerciaux travaillent dans le CRM, ils vont créer des comptes, créer des opportunités, qui vont changer de statut, etc. Bref, ils vont vivre leur vie dans le CRM. Et automatiquement, on va retrouver au niveau de Teams, une team pour chaque client et un channel pour chacune des opportunités. Si on regarde un petit peu dans le détail ici, on a un channel qui s'appelle Lead 2 et on voit que par exemple le statut de l'opportunité du CRM se reflète dans le nom du channel. Donc en fait, tout est synchronisé. C'est-à-dire que quand je vais faire des modifications au niveau de mon CRM, je vais les retrouver dans Teams, soit en renommant automatiquement les channels, soit sous forme de notification, c'est ce qu'on voit au centre, où on voit qu'il y a une opportunité qui a été mise à jour, où il y a un montant qui a été modifié, une date de clôture ou un nouveau contact. Et donc on va pouvoir automatiser en fait toute la synchronisation entre le CRM et Microsoft Teams. Donc au-delà de ce que ça offre déjà comme capacité de travail entre les équipes commerciales et le reste de l'entreprise, ça va permettre aussi de travailler sur des documents à la fois depuis Microsoft Teams, parce que je peux mettre mes documents dans Teams, mais je vais aussi les retrouver dans mon CRM. Et là, typiquement, depuis Salesforce, je vais retrouver en fait l'ensemble des documents dans le channel associé à cette opportunité. Et donc, on peut vraiment travailler en même temps sur les mêmes documents. C'est pas une synchronisation, donc je peux faire du co-authoring, je peux travailler sur du PowerPoint, du Word ou ce que je veux. Le scénario typique là-dessus, c'est évidemment le travail sur une proposition commerciale. Quand on travaille sur une proposition commerciale, il y a l'équipe commerciale qui travaille dessus, mais il y a aussi des experts, il y a des juristes pour la partie contractuelle. J'ai tout un tas d'intervenants qui n'ont pas nécessairement accès au CRM. Et donc, cette intégration, elle va permettre notamment là, de travailler avec tout le monde dans l'entreprise sur les documents sans sortir du CRM. Donc, on a fait en sorte que ça soit complètement transparent pour l'utilisateur, en particulier pour les utilisateurs qui sont dans le CRM. Et pour ce faire, en fait, ça ressemble beaucoup à ce que je vous ai présenté juste avant. On va pouvoir définir pour chaque objet du CRM quelles sont les règles qu'on va vouloir appliquer. L'exemple ici, on est sur les comptes. On voit qu'à chaque fois que je crée un compte, je vais créer une équipe. Et que cette équipe, elle va avoir un nom qui correspond au nom du compte. On voit que je pourrais créer une règle de nommage d'ailleurs particulière. Par exemple, account-le nom du compte. Je peux définir la description, message de bienvenue. Enfin, en fait, je vais configurer tout le comportement de la plateforme. Par exemple, la sécurité. Est-ce que l'équipe de compte va être automatiquement propriétaire du team ou pas? Est-ce que je veux le synchroniser, etc. Et donc, finalement, j'ai un point d'accès unique pour définir toutes mes règles de synchronisation entre le CRM et Microsoft Teams. L'autre exemple, c'est une notification, ce qu'on voit en bas. Je peux définir quelles sont les notifications que je vais pousser automatiquement dans Teams à partir d'événements du CRM. Par exemple, un nouveau contact est créé, une opportunité change de statut, etc., etc. Et de la même façon, on peut toujours se dire que c'est quelque chose que je pourrais essayer de le faire à la main. Bon courage. Il y a des clients qui essaient de faire ça avec du PowerShell, avec du Flow, avec je sais pas quoi. En fait, ce qu'on a fait, c'est on a tout packagé ça. Je tourne la clé et ça marche. Voilà. On a vraiment packagé tout ça. Et donc ça permet de la même façon de réutiliser les templates que j'ai présentés tout à l'heure. Je peux avoir des templates pour des clients, je peux avoir des templates de Teams pour des opportunités, etc., etc. Et je précise aussi, ça marche aussi pour les objets, ce qu'on appelle les objets custom dans le CRM. On a des clients qui ne s'appuient pas nécessairement sur les comptes contact opportunités classiques, qui créent leurs propres objets. Et on peut configurer ses propres règles sur des objets custom aussi. En l'occurrence, là, je l'ai présenté avec Salesforce. On fonctionne aussi avec Dynamics 365. D'accord. Ok. Ouais, c'est vrai que ça simplifie quand même pas mal surtout que les populations, là, commerce, etc., c'est pas forcément des populations qui cherchent à faire ce genre de choses-là. Eux, ils font leur métier, c'est vendre. Exactement. Et là, ça met un cadre qui est plutôt intéressant parce que au moins, tu sais que côté IT, c'est clean et tout est bien structuré. Exactement. Il y a des workflows qui approuvent, etc. Et côté commerce, tu as aussi une vraie structure. Tu te retrouves dans ton processus de travail, etc. Ça, c'est super. Et puis, il y a un aspect économique que j'ai pas évoqué, mais ça va permettre quand même à des gens qui n'ont pas accès, à des gens de travailler sur des documents notamment, ou certaines informations, certaines données, sans nécessairement avoir besoin d'une licence sur le CRM. Ouais, ça c'est clair. Parce que quand tu es technique, t'as pas forcément. Tu vas dans le CRM que pour ça, quoi. Exactement. Et ça n'a pas trop d'intérêt. Là, en fait, je vais dans Teams, je retrouve toutes les informations, toutes les données en fait du compte ou de l'opportunité qui sont toujours à jour, à partir de mise à jour et de notifications, et les documents. Et j'ai pas besoin de licence CRM. Donc il y a aussi une dimension économique, voilà.
Ouais. Et quand tu disais du co-authoring et qu'on voyait les documents qui apparaissaient dans le CRM, Oui, ça veut dire que c'est pas stocké dans le CRM, c'est stocké dans Teams. exactement. En fait, c'est une vision live. Quand je vais dans le CRM, ce que je vois, c'est en live les documents qui sont dans Teams. D'accord. Donc co-authoring, ça lance PowerPoint Web App ou ce genre de Exactement, truc. exactement. Ok. Donc on réinvente pas la roue. Ouais. Et puis c'est aussi de la réduction de coûts de stockage dans les CRM qui sont en général relativement coûteux pour stocker du document. D'accord. Alors que c'est, on va dire, C'est pas quasi forcément le gratuit. but. Ouais. Ouais, Ouais. voilà. Donc voilà un petit peu la solution très rapidement. Je passe la partie assistance sous forme de bot parce qu'on va pas passer 3 heures dessus. Je vais rentrer un petit peu dans le retour d'expérience technique. Euh, Déjà présenter très, très succinctement l'architecture. Euh, alors, c'est assez macro. J'ai essayé de synthétiser ça. Euh, on voit tout à gauche, en fait, la partie, le client Teams. Alors là, je l'ai présenté sur un client mobile, mais c'est bien sûr n'importe quel client Teams, web ou desktop. Le cœur du réacteur, c'est au milieu, c'est une application qui est développée en Node.js, qui utilise donc à la fois la plateforme de bot, la web app, puisque c'est une table dans Teams. Tout ça repose en fait sur du Azure Container, donc sur des containers Docker. Et puis il y a différents composants de standards en fait d'Azure, donc Azure AD pour l'authentification, le bot framework pour les interactions en langage naturel, App Insight, j'y reviendrai. Et puis finalement, c'est tout à droite, c'est tout ce qui est extérieur à notre solution. Extérieur, j'entends qu'il n'est pas dans notre code. Donc on va faire des appels au Microsoft Graph, évidemment, pour interagir avec Teams, interagir avec la messagerie, interagir avec les agendas. On va interagir avec le CRM, donc les API soit de Salesforce, soit de Dynamics. On utilise Cosmos DB pour la partie base de données et Cognitive Services pour le traitement du langage naturel et un certain nombre d'analyses de texte, puisqu'on fait de l'analyse de mails notamment. Et puis un composant sur lequel je reviendrai qui est Redis. Donc voilà l'architecture un peu macro. Ce qui n'est pas mentionné forcément ou pas visible à ce niveau-là, c'est la particularité du fait qu'on soit un éditeur et qu'on soit en mode SaaS, multi-client. C'est la scalabilité. C'est que, évidemment, on n'a pas un container unique. En fait, on a des containers qui vont se créer en fonction de la charge utilisateur, ce qui va à la fois permettre de gérer la scalabilité en termes de performance, puis aussi la résilience. Si jamais il y a un module d'application qui ne fonctionne plus, on peut faire du rollback en fait sur d'autres instances. Donc on utilise vraiment beaucoup de composants Azure différents. Donc je vais rentrer un peu j'ai sélectionné arbitrairement 3-4 grands sujets qui nous paraissaient intéressants. Le premier sujet, c'est identité et authentification. C'est un peu le sujet compliqué par certains aspects. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a une tab, comme on l'a vu tout à l'heure dans notre application, une tab par défaut, elle n'est pas authentifiée sur Office 365. Ce qu'elle reçoit comme information par défaut, c'est des informations d'identification. En clair, on sait que l'utilisateur qui est connecté, c'est en l'occurrence ici Larry Brown. C'est ce type d'information qu'on a. Par contre, Alexis, toi qui développes, tu vois qu'on n'a pas de jeton. En clair, je ne peux pas, à partir de cette information-là, appeler Microsoft Graph ou appeler d'autres services Microsoft. Par ailleurs, ça n'authentifie pas l'utilisateur, les informations qu'on a. En clair, on ne peut pas et on ne doit pas faire confiance absolue à ces infos, et on doit réauthentifier l'utilisateur la première fois qu'il se connecte. Donc, on doit gérer en fait la première authentification. Alors, je vous passe ça. Ça, c'est juste pour Ça faire paraît peur. c'est toujours un peu compliqué. Ouais. Ouais. Je l'ai mis volontairement pour faire un peu comme une plaisanterie, parce que je ne vais évidemment pas rentrer là-dedans. Ce qui est il y a la référence en bas si vous voulez aller voir le détail. Ce qui est intéressant, on a fait le choix donc nous d'Azure AD V2. Il y a la version 1 et la version 2. En particulier, ce qui nous a fait choisir la V2, c'est que la gestion de ce qu'on appelle du consentement incrémental. Je vais y revenir, mais quand une application elle veut utiliser tel ou tel service, ça peut évoluer durant le temps. On peut commencer une application en version 1 qui n'utilise que Teams, et puis on va vouloir demain interagir par exemple avec les agendas dans Outlook. En fait, il faut demander une nouvelle permission pour le faire. Et dans Azure AD V2, ça gère cette notion de consentement incrémental où on peut redemander à l'utilisateur d'approuver de nouveaux droits à une application existante. Ah, ça, c'est Donc, intéressant. alors Moi, comment j'étais ça resté sur Azure V2, c'était pro et perso, mais Alors, c'est une oui, feature. c'est une des caractéristiques, c'est le pro et perso.
mais ça va permettre aussi de gérer beaucoup plus simplement ce qu'on appelle le consentement incrémental. Là, c'est un exemple, hein, je l'ai mis là, c'est par exemple ici les différents types de droits qu'on va demander à l'utilisateur qui vont devoir être approuvés. Alors je précise, ça peut être approuvé par un utilisateur ou un administrateur. Et donc ce que ça va permettre de faire, le consentement incrémental, c'est de mettre à jour son application avec de nouvelles permissions. Et l'utilisateur, on va pouvoir lui dire, OK, maintenant, notre application, elle utilise ça, ça et ça. Et donc, il faut approuver ces nouveaux droits. Comme sur une application mobile, qui demain, qui par exemple ne t'envoie pas de notification aujourd'hui, puis il y a une mise à jour, elle veut t'envoyer des notifications, elle va te demander en fait d'approuver cette permission. C'est exactement le même principe. Ce qui est toujours contraignant sur ces listes, c'est qu'un utilisateur, il voit la liste, il peut partir en courant. C'est toujours le problème. Absolument. Alors, je vais revenir là-dessus, c'est que, en l'occurrence, dans notre application, on passe par une approbation, ce qu'on appelle un consentement administrateur. Et donc, en fait, c'est un administrateur qui consent pour les utilisateurs au niveau de l'entreprise. Ouais, d'accord. Je reviens dessus juste après. C'est ce que j'ai essayé de dire là, en fait. Il y a certains types de permissions, alors c'est ceux que j'ai mis en rouge ici, par exemple, qui, en fait, imposent qu'un administrateur les approuve. Donc ça peut de toute façon pas être un utilisateur final. Et donc typiquement, en fait, ça concerne, on le voit, finalement les ressources qui sont partagées, les groupes et l'annuaire. Alors que les autres permissions, typiquement mon mail, mon OneNote, mon agenda, mes contacts, tout ça, un utilisateur lambda peut les approuver lui-même. Donc faire attention à ça quand on crée l'application. Il y a des consentements qui peuvent être donnés par l'utilisateur et d'autres uniquement par un administrateur. Moi, j'utilise souvent parce que c'est vrai que j'ai un côté développeur plus sur la partie média, etc. Et sur la partie média, en l'occurrence, c'est le consentement, il est forcément administrateur. Absolument. Et parfois, des clients, c'est vraiment compliqué de leur expliquer pourquoi il faut être administrateur pour pouvoir le faire. Et ils prennent peur aussi. Donc ça, il faut vraiment être... Enfin, tu as raison de le souligner et de le mettre parce que c'est vraiment hyper important. En tout cas, je pense pour le dev dans Team, c'est vraiment primordial. C'est important pour le dev et c'est à mon sens encore plus important quand on est éditeur comme nous et qu'on va être disponible dans le store. Parce que ça veut dire qu'on va être dans le store, mais que forcément, avant qu'un utilisateur puisse utiliser l'application, un administrateur devra approuver et donner son consentement. Ouais, c'est une vraie sécurité aussi. Oui, bien sûr. C'est juste qu'en termes d'expérience utilisateur, il faut le prévoir parce que l'authentification et ce qu'on appelle l'admin consent, c'est pas tout à fait le même process. Donc, il faut le gérer de façon spécifique. Et puis un point, je reviens juste là. Les deux permissions, en fait, le offline access, c'est un peu trompeur comme nom, c'est pas pour utiliser l'application quand on n'a pas Internet. Ça va permettre à votre application de continuer à travailler même quand l'utilisateur n'est pas connecté à Teams. C'est super important dans notre scénario puisqu'on a un assistant qui va par exemple préparer les rendez-vous des commerciaux. Et donc, on a besoin pour ce faire de vérifier son agenda régulièrement, y compris quand il n'est pas dans Teams. Et on a besoin de demander cette permission-là, offline access, pour pouvoir le faire. C'est notamment pour les refresh tokens. Exactement. C'est lié à... Enfin, c'est plus général. C'est pas spécifique à Teams et Microsoft, mais c'est lié, je crois, à la spécification OAuth et OpenID. C'est exactement ça. Et en fait, indirectement, pour pouvoir faire ce que je disais, c'est-à-dire faire des opérations quand l'utilisateur n'est pas connecté, en fait, le token qu'il nous a donné quand c'est connecté, il faut pouvoir le rafraîchir. Et donc, ça donne le droit en fait de faire du refresh token. Ouais, c'est un point que quand tu n'es pas forcément conscient de ça, tu peux chercher pendant longtemps pour. Absolument. Ouais, ça m'étonne pas. On voit que c'est l'expérience qui parle et qui dit j'ai cherché pendant un moment. Exactement. Oui, d'autant que peut-être un autre tour d'expérience, on a utilisé très très peu de frameworks prépackagés pour gérer ces éléments d'authentification, parce qu'on avait des besoins assez particuliers là-dessus. Et que notamment on ne gère pas de l'authentification uniquement sur Office 365, mais aussi sur Salesforce, sur Dynamics et sur d'autres plateformes, et que donc on avait besoin de maîtriser en détail en fait ce qui se passait dans le processus d'authentification. Donc on a beaucoup reconstruit en fait des choses un petit peu à bas niveau pour avoir une maîtrise suffisante. Donc on a dû rentrer un petit peu dans le détail de certains points. Voilà. Deuxième sujet, c'est le pilotage en production. Donc là il y a trois sujets. Quand je développe pour un client en mode projet, je peux toujours aller sur l'environnement en général, éventuellement aller voir les logs. Là, on a X clients connectés en même temps sur une plateforme Azure. Donc, comment est-ce qu'on pilote tout ça dans un environnement de production ?
Donc là, on a utilisé le service Azure qui s'appelle Application Insight, qui va permettre notamment, et c'est pas le seul service qui propose, mais notamment en fait de conserver, tracer, monitorer tous les logs, les traces, les indicateurs. Et donc ça va me permettre en fait depuis un tableau de bord unique de voir dès qu'il y a une anomalie qui est détectée ou dès qu'il y a un warning qui est généré, et puis de faire du drill down pour aller voir quel est le client qui est concerné, quel type de transaction était en cours, etc., etc. Et donc ça, c'est vraiment l'outil qui nous a fait gagner des heures et des heures de travail pour piloter en production ce qui est en train de se passer. Petit conseil, utilisez ce qu'on appelle un correlation ID quand vous avez des transactions. Quand vous avez 50 clients en même temps sur la même plateforme, c'est pas toujours évident de savoir quand il y a une erreur, finalement quel est le client ou l'utilisateur précis qui est concerné. Et donc on va utiliser ce correlation ID qu'on génère pour les traces et les logs. Pour ça, alors là je donne un exemple avec Node.js, vous avez un package prêt à l'emploi pour l'intégrer. Globalement, il y a juste ça à mettre dans votre code, quasiment, et il se charge de tout. Il va automatiquement collecter les traces, les logs, tous ces éléments-là, y compris avec l'option que j'ai surlignée en rouge, les dépendances. C'est-à-dire si vous utilisez un package tiers, par exemple pour vous connecter à une base de données, Application Insight, en fait, il va être capable aussi d'intercepter les traces générées par ces packages tiers et ces dépendances. Donc, vous avez vraiment une consolidation globale de toutes vos traces et tous vos logs dans votre application. Donc, puis comme vous voyez, c'est quand même pas très compliqué à mettre en œuvre. Donc, c'est super simple à utiliser. Et vous pouvez l'utiliser. Il y a un premier niveau de plan Azure qui est gratuit, qui vous permet de faire déjà beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment un super service pour ça. C'est vrai que c'est un super service, hein. Moi, je l'ai utilisé. Des fois, tu le mets en place, tu dis, ouais, c'est peut-être un peu trop pour mon utilisation, etc. Mais la première fois que tu as un problème et que tu trouves la solution grâce à ça, tu dis, heureusement que je l'ai mis en place parce que ça peut être, ça me sauve vraiment la vie dans certaines situations. Absolument. Et en fait, ça permet même aussi, au-delà des traces et des logs, de générer des indicateurs. Par exemple, nous, on souhaite savoir combien de fois un utilisateur utilise telle ou telle fonctionnalité, etc. Et donc, on peut très facilement le mettre en œuvre aussi. Donc, au-delà de la partie technique suivie des traces et logs, j'ai aussi des indicateurs custom que je peux créer. Ouais, ça, c'est en tant que ISV, c'est aussi formidable. hyper important pour donner des priorités aux features que tu vas développer, parce que si tu sais que cette feature-là elle est énormément utilisée, bah, tu la mettras peut-être plus en priorité que. Exactement. Nous, c'est ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui et on le regrette. Il y a des choses qu'on n'a pas et aujourd'hui, on a besoin de savoir quelle fonctionnalité est plus utilisée et c'est un peu compliqué. Ouais. Donc, vraiment, conseil, mettez-le dès le départ, même si vous ne l'utilisez pas à fond, mais activez-le. Et après, vous verrez comment l'utiliser efficacement. Deuxième point qui nous a beaucoup servi, qui est toujours fourni par App Insight, c'est le monitoring des performances. C'est super important parce que, comme je l'ai montré dans l'architecture au début, on a des composants très différents. On a notre code, on a Azure AD, on a des services externes qu'on appelle les API dans tous les sens. Et donc, diagnostiquer quand il y a un problème de perf, à quel niveau ça se produit, c'est très compliqué. Et ce qu'on voit à droite, là notamment, Application Insight, en fait, il vous crée tout seul cette carte qui est en fait une représentation graphique des différents composants de votre application, et il le génère tout seul. Et sur chacun de ces composants, on va retrouver le nombre d'appels, le temps moyen d'exécution, et je peux faire du drill down pour voir quels sont les types de requêtes qui prennent le plus de temps par composant. Alors ça, c'est vraiment excellent pour nous, ça nous a permis de diagnostiquer pas mal de points. Et donc ça permet déjà de se dire, ok, qu'est-ce qui ralentit et à quel niveau? Ensuite, à partir de ces infos, on a dû faire de l'optimisation. Et pour optimiser, très souvent, alors il y a d'autres stratégies d'optimisation, mais un premier sujet, c'est qu'on a utilisé donc Redis, qui est une plateforme de cache qui est disponible sur Azure, et qui en fait crée un cache sur chacun de nos services externes. Donc ça permet d'avoir une performance 100 fois, 200 fois supérieure quand on va faire juste des appels pour récupérer de l'information. C'est extrêmement rapide par rapport à un appel externe. Deux, ça coûte moins cher, ce qui est toujours utile pour nous dans notre... Parce qu'en fait, nous, quand on surveille notre performance, on surveille nos coûts aussi de consommation Azure. Donc c'est évidemment critique. Et là, vraiment, on active le service dans Azure et ça nous permet de mettre en cache en fait tous les appels externes. Et concrètement, à utiliser, il n'y a rien de plus simple. Là, j'ai mis un exemple vraiment du site Redis, hein, mais en gros, ça permet de créer des clés. Je donne une clé, une valeur, je stocke, et ensuite je fais un get. Donc j'ai du set et du get pour récupérer des valeurs.
sachant que ces valeurs peuvent être du JSON évidemment. Et donc, au lieu de faire des appels 10 fois sur la même requête sur le Microsoft Graph, on le met en cache, et puis on garde ces informations pendant un certain temps. Ce qui est intéressant avec Redis, c'est que non seulement on peut mettre en cache, mais on peut définir des durées d'expiration. Et on peut définir des durées d'expiration qui sont différentes pour chacun des services. Ça, c'était critique pour nous. Ce que je mets en cache dans le Microsoft Graph, c'est pas la même durée de cache que ce que j'ai dans le CRM, qui n'est pas la même durée de cache que ce que j'ai dans Cosmos DB. Ouais. Donc j'ai des infos qui peuvent durer simplement des fois quelques secondes, et que je mets en cache que pendant quelques secondes parce que c'est très régulier. D'autres qu'on va mettre en cache en fait une fois par jour parce qu'on n'a pas forcément besoin d'informations hyper temps réel. Donc on a utilisé Redis pour ça. Dernier point, je l'ai dit, on utilise beaucoup d'API externes, et donc dans l'optimisation, on s'est heurté en fait à des difficultés pour le coup vraiment qu'on ne voit qu'au moment où on passe en prod, disons, ou en tout cas quand on commence à faire des tests en volume. C'est ce qu'on appelle le throttling. Alors toi, ça va te parler de Alex. Le throttling, pour faire court, c'est que quand on appelle Microsoft Graph par exemple, on ne peut pas l'appeler 1 million de fois par seconde. Microsoft, mais c'est vrai pour tous les autres fournisseurs, en fait, ils définissent des seuils au-delà desquels, en fait, ils vont bloquer les appels pour éviter les attaques. Et donc, ces règles de throttling, il faut en tenir compte dans son application. Quand on commence à monter en puissance, nous, avec pas mal de clients et beaucoup d'utilisateurs, et donc on doit en tenir compte. Et s'il faut le gérer à la main pour chacun des services et chacune des API, ça devient vite très, 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 très compliqué. Parce que ces règles-là de throttling, et en plus, les règles, elles sont différentes pour chacune des API. En clair, par exemple, Microsoft Graph, c'est, je dis n'importe quoi, 100 appels par seconde, et si vous dépassez, il faut attendre 1 minute avant de pouvoir recommencer. Chez Salesforce, c'est encore différent. Et par exemple, chez Salesforce, chaque API presque a des règles de throttling différentes. Autant dire que c'est vite, très, très, très compliqué. Alors, au départ, on s'était dit, tant pis, on va le gérer par code, etc. Et en fait, on a vite compris que ça serait très compliqué. Donc, on a utilisé en fait un package pour Node, mais je sais qu'il y a des équivalents dans d'autres langages, notamment en C#. Là, on a utilisé un package en fait qui s'appelle Bottleneck, qui je crois se traduit par goulot d'étranglement. Et en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'au lieu d'appeler directement votre API, vous créez en fait ce qu'on appelle un limiteur, avec différents paramètres, et puis ensuite c'est votre limiteur qui fait les appels. Et donc au lieu d'appeler directement Microsoft Graph, en fait on appelle notre limiteur qui lui a déjà toutes les règles d'appel. Donc il va de lui-même déjà limiter le nombre d'appels par seconde par exemple, et puis s'il rencontre une erreur parce que pour X raison ça a dépassé, et en fait il va lui-même gérer le rejeu, donc réexécuter ensuite l'appel qui n'a pas été passé. Et il va tout gérer ça, donc c'est vraiment avec des règles de gestion très très fines. Donc on peut gérer le nombre concurrent d'appels, le temps minimum entre 2 appels, la stratégie de dépassement, c'est-à-dire si on a dépassé, qu'est-ce qui se passe, s'il y a des pénalités, enfin bref, tous ces concepts liés au throttling. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut créer donc des limiteurs pour chaque service, avec des règles différentes. Alors ça, c'est vraiment, là on a gagné des semaines de boulot. Ouais, tu m'étonnes. Alors ça permet de faire, donc, comme je disais, le rejeu, c'est-à-dire que s'il y a une exception, il peut la rejouer après X millisecondes, etc. Ça permet des priorisations, des durées d'expiration, enfin il y a plein de règles sympas. Et ça gère un truc super intéressant pour nous, c'est le clustering. C'est que, comme je l'ai dit au début, notre code il est exécuté sur plusieurs containers différents. Donc en fait, c'est lui qui peut potentiellement dispatcher ou synchroniser les containers entre eux pour pas que ça soit réexécuté plusieurs fois. Donc il tient compte aussi de ce type de règles. Autant dire que redévelopper ça from scratch, c'est juste impossible. C'est un produit à part entière. Ouais. C'est un produit à part entière. Et ce package-là, en l'occurrence, il a été super bien testé, c'est très stable. Donc on l'a intégré. Ça a pris quand même presque 2 semaines, histoire de tout boucler, tester dans les différents cas. C'était beaucoup de tests en fait, parce qu'intégrer, c'était pas si long que ça. Mais surtout à tester, vérifier comment ça se comporte dans des cas limites. Donc c'est beaucoup de tests. Mais par contre, s'il avait fallu le développer à la main, on y serait encore. Quoi. Donc c'est vraiment une super solution. Je sais que ça existe dans d'autres langages. C'est un feedback intéressant, en effet. Un retour d'expérience on n'y pense pas forcément, et comme tu dis, c'est toujours devant le client ou quand on est en production qu'on s'en rend compte. Donc, Non, puis surtout, c'est un problème, comme on dit des fois, un problème de riche, parce qu'en fait, on s'en rend compte quand on commence à avoir vraiment beaucoup de volume, donc c'est très bien. Du volume, ça veut dire beaucoup de clients, beaucoup d'utilisateurs, tout le monde est content. Il n'empêche que c'est un vrai sujet.
et que la vraie complexité, c'est qu'il n'y a pas de règles unifiées, quoi. Ouais. Et c'est vrai chez Microsoft, chez Salesforce, chez tous ceux, en fait, tous ceux qui font des API ont des règles différentes. Et donc là, on peut vraiment définir pour chaque API sa propre règle de gestion. Et ouais, c'est impossible à gérer autrement. Alors, en l'occurrence, ça s'y prête relativement bien quand on est en JS. Ça donne un code en plus qui est relativement compréhensible. On voit sur la ligne là où en fait où j'appelle, finalement, c'est mon limiteur qui appelle une API. D'accord. C'est assez, ça reste un code assez lisible, donc c'est très élégant. Et surtout, les règles de gestion, ça veut dire aussi on peut les mettre nous en paramètres. C'est-à-dire que si jamais demain Microsoft change la règle de throttling pour telle ou telle API, on a juste à changer en fait dans un fichier de config et automatiquement les règles d'appel vont être mises à jour. Super. Voilà, c'était les X sujets différents que je voulais aborder aujourd'hui. Il y en a peut-être d'autres, notamment, je sais pas, Alexis, tu as peut-être d'autres questions, d'autres points sur lesquels tu souhaites revenir? Non, c'est assez intéressant de voir toute la complexité que tu peux avoir malgré le fait que tu sois connecté dans Teams. Teams cache quand même pas mal de complexité parce que c'est un outil que tu utilises tous les jours et c'est aussi une des forces de ton produit, je pense, de l'avoir mis dans Teams. Le faire en dehors, je pense que ça n'aurait pas forcément beaucoup d'intérêt, ou en tout cas, il y a peut-être déjà des solutions qui existent. Mais là, de tout mettre comme Microsoft le dit dans le hub de collaboration, c'est super intéressant. C'est aussi un argument pour nous pour vraiment exploiter comme il faut la plateforme. En outre, je pense que l'intérêt était notamment pour le self-service en fait. On ne va pas renvoyer les gens dans un Jira ou dans un intranet ou autre chose pour aller faire une demande qui concerne Teams. Donc on amène l'application dans Teams pour ça. C'était aussi ça le cœur du sujet. Et puis ce que j'ai pas dit, c'est que un des points essentiels quand on développe pour Teams, c'est la capacité, notamment avec la partie bot, d'avoir une grosse partie de son application qui est automatiquement transposée sur mobile. Ouais. Puisque mon bot, je peux l'utiliser là depuis mon mobile. Je vais retrouver les channels quand on fait l'intégration CRM. Ça veut dire que depuis mon mobile, j'ai mes comptes, mes contacts, mes opportunités, etc. Je peux utiliser la recherche depuis mon mobile ou depuis une tablette. Et ça donne une expérience en fait très, très naturelle en fait, pour les populations commerciales, qui sont une partie des utilisateurs qu'on adresse. Puis l'aspect multiplateforme aussi, comme Teams est disponible partout, tu as Mac, Windows par défaut, quoi. Exactement. Super, écoute, je pense qu'on aura l'occasion de refaire quelques sessions sur le dev, peut-être un petit peu plus haut niveau ou bas niveau, ça dépend comment on le prend, mais en tout cas, ça évolue tellement vite. Enfin, on est tous les deux impliqués dans différents sujets sur le développement et c'est vraiment hyper intéressant parce qu'il y a un vrai engouement autour de ça et on voit de toute façon que les apps, elles apparaissent de plus en plus et il y a des super scénarios, notamment le tien avec le commerce, je trouve ça super. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Avec grand plaisir. Bon, en tout cas, à tous les gens qui nous ont suivis aujourd'hui, donc les slides sont disponibles en téléchargement. Puis toutes les questions seront les bienvenues dans les commentaires. Donc, avec plaisir. Super. Merci Guillaume. Merci Alexis. À bientôt. Ciao.